Chers compatriotes, mesdames et messieurs, fidèles de l'émission Éveil Patriotique, soyez les bienvenus, sur Éveil Patriotique de ce soir qui vous est présenté par Maître Jean Will Mokasson à partir de Washington aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui 48 heures après les élections qui viennent de se dérouler, afin de pouvoir changer les nouveaux locataires de la Maison Blanche. Nous sommes très heureux de venir chez vous et nous vous disons infiniment merci, car en ce moment, devant vos télévisions, vos laptops, vos téléphones, vous êtes en train de suivre Éveil Patriotique et nous avons devant nous l'ambassadeur, son honorable Herman Cohen, qui n'est pas une personne nouvelle pour vous, ni pour l'émission Éveil Patriotique. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Éveil Patriotique, une chaîne qui devient plus ou moins habituelle parce que nous avons déjà eu 2 émissions avec vous et des milliers d'émissions que vous ne cessez de faire des interviews avec la population congolaise à travers les réseaux sociaux. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui, 48 heures après les élections qui viennent de se dérouler aux États-Unis. Vous êtes démocrate ou républicain? Vous êtes républicain jadis. Le monsieur Herman Cohen, c'est un républicain qui y a travaillé avec le maréchal Mobutu Sese Seko Kongwendu Wazabanga, que son âme se repose en paix. Monsieur Herman Cohen, vous êtes devenu un habitué du peuple congolais. Le peuple congolais vous attend. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les yeux sont tournés vers Herman Cohen. Et vous n'arrêtez pas de mettre votre temps, de faire des analyses sur la situation du Congo. Avant d'y entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, où nous allons parler des élections et de la situation au Congo, des élections qui sont prévues pour le 19 décembre 2016, avec une perspective vraiment floue, pouvez-vous nous parler de vous? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous deveniez un amoureux du peuple congolais, un amoureux de Congolais? Parle-nous un peu de votre passage au Congo et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes très attaché au peuple congolais. À vous la parole. Je vous remercie pour cette chance de parler encore une fois au peuple congolais. J'ai vécu à Kinshasa entre 1966 et 1969 à l'ambassade des États-Unis. J'ai bien appris la culture et la politique des Congolais. J'ai une grande amitié pour le peuple congolais. Et après mon séjour au Congo, j'ai suivi le Congo à partir du département d'État. J'étais chef pour l'Afrique centrale pendant 5 ans. Et après, je suis devenu vice-ministre pour les affaires africaines sous la présidence de George Bush, père. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai souvent visité le Congo et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai connu surtout le président Mobutu et son entourage. Et j'ai bien connu, après ma retraite, j'ai connu Mzee Kabila et je l'ai aidé un peu. Et je suis toujours le Congo. Vous suivez toujours le Congo et vous êtes toujours ancré sur le Congo. Les Congolais qui nous regardent en ce moment à travers les questions que nous recevons, la première question vient de la radio Sans Effet chez Maman Mwangaza. Vous avez travaillé avec le maréchal Mobutu, alors que le peuple congolais aujourd'hui, il y a d'autres qui regrettent parce que Mobutu avait quand même de la famille et il est toujours accusé d'avoir ne pas gouverné très bien le pays parce que on les considérait comme un dictateur, alors que vous étiez parmi les conseillers, pour ne pas dire que vous étiez son conseiller. N'avez-vous pas l'impression d'avoir fait Mobutu un dictateur? Non, pas du tout. Il a gouverné le Congo selon la culture congolaise. C'est pas les Américains qui ont imposé une méthode de gouvernance. Mais je peux dire qu'entre 1966 et 1976, le pays était bien gouverné. Et la monnaie était très forte. Il y avait beaucoup de marchandises dans les magasins. Le pays était stable. Et il y avait une augmentation du produit national brut. Le grand problème pour le président Mobutu est venu en 1976 quand le prix du cuivre a beaucoup chuté.
a beaucoup chuté. Donc, il y avait une grande baisse de revenus. Et comme le Congo a emprunté beaucoup d'argent des banques à Londres, à New York, il y a des difficultés. Donc, il fallait que la Banque mondiale vienne sauver l'économie du Congo. Et après 1976, la gouvernance a baissé. Il y avait les questions de zaïrisation, quand le président a insisté que les entreprises zaïroises amènent des zaïriens pour être partenaires. Et en ce moment, l'économie a commencé à baisser. Et quand il y avait la guerre, quand il y avait les invasions de Rwanda, ça a beaucoup perturbé tout. Donc, à partir de ce moment-là, c'était très mauvais. Okay. Votre présence en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, à l'époque c'était Zaïre, vous y étiez ambassadeur avant la pendaison de Pont Kassavou ou après? La pendaison où Mobutu avait pendu les Kimba et les autres, ouais. Je suis arrivé après. Après. Et on ne va pas faire de l'histoire aujourd'hui, chers compatriotes. Ce sont vos questions que vous nous avez envoyées. Nous ne serons pas à même de lui poser toutes les questions parce que si vous regardez, nous sommes déjà bourrés de questions qui ne cessent d'arriver. Parce que nous avons des questions qui sont venues, qui sont en train de tomber, des questions from Olivier au Canada, des questions from le major Bamwela. Nous allons choisir les questions que nous allons poser parce que nous ne serons pas obligés de poser toutes les questions. Parlons un peu des élections ici. Nous sommes à 48 heures des élections qui viennent de se dérouler aux États-Unis. Vous êtes un républicain. C'est quoi votre sentiment par rapport à ces élections? Je crois que ça reflète un désir de beaucoup d'Américains d'avoir de grands changements. Il n'était pas contre de gouvernance soit de George Bush fils ou de Obama, parce qu'ils voyaient la même chose tout le temps. Ils cherchaient un changement et Donald Trump a offert presque une révolution dans la politique américaine. Une révolution dans la politique américaine. Nous venons de suivre le nouveau locataire de la Maison-Blanche dans son allocution, première allocution. Contrairement à ce que le peuple congolais attendait, contrairement à ce que le peuple congolais était en train de passer, ou le peuple africain en général, il a bien mentionné que sa priorité sera de réunifier les États-Unis et de focus sur l'économie des États-Unis, c'est-à-dire promouvoir les États-Unis. C'est vrai. Il croit que les États-Unis a fait trop à l'étranger, a dépensé trop d'argent pour les guerres, surtout, et il veut se concentrer sur les Américains. Mais quand même, il aura une politique étrangère. Il ne va pas ignorer tout ce qui se passe dans les autres pays. Il ne va pas ignorer tout ce qui se passe dans les autres pays. Ce n'est pas ce qu'on a constaté ou on a suivi pendant la période électorale. Ils ont eu plus ou moins 3 débats contradictoires, mais l'Afrique n'était pas au centre de leur discussion. Qu'est-ce qui a fait cela? Alors que nous pouvons rappeler que la communauté congolaise s'est organisée de manière à pouvoir apporter des éléments qui pourraient pousser M. Trump à parler ne serait-ce que du Congo qui est en ce moment sur le dossier, c'est-à-dire sur la table, à travers Periolo, à travers Rosenfeld. Obama a mis nous sur le Congo et on ne parle que de Congo. Il y a des résolutions et des résolutions qui ne cessent de tomber sur la politique de l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait que pendant tout le long de la campagne, M. Trump ne puisse pas ne serait-ce qu'avoir un petit instant pour parler de l'Afrique et en particulier du Congo? Il y a une bonne raison pour ça, parce que depuis 1960, la période des indépendances des pays africains, il n'y avait pas un conflit entre démocrates et républicains sur l'Afrique. Ils étaient toujours d'accord. Quelles sont les priorités? Développement économique, stabilité politique, réduire la pauvreté. Démocrates et républicains étaient toujours sur la même longueur d'onde. Donc ce n'était pas un débat pour l'élection parce que tout le monde était d'accord sur l'Afrique. Donc ce n'était pas la peine d'avoir un conflit dans le débat. Et je crois qu'à cause de ça, nous pouvons entendre
que Donald Trump va suivre la même politique qu'Obama et que Bush fils avant lui et Bush père, c'est-à-dire promouvoir la bonne gouvernance et insister sur les constitutions, que les constitutions soient appliquées et qu'il y a l'alternance au pouvoir. Je ne vois pas une grande différence entre les deux. Vous ne voyez pas une grande différence. Alors, comment, vous connaissez un peu le milieu, comme nous disons, nous vous rappelons que M. Herman Cohen, c'est un républicain. Nous parions que, étant donné qu'il est ami à l'Afrique, il est ami au Congo, nous lui souhaitons quand même la chance d'être rappelé, ne serait-ce en qualité d'advisor ou conseiller auprès du nouveau locataire, M. Trump. Simplement parce que, en grande partie, quand on parle du Congo, vous avez toujours été contacté. Nous voyons des milliers de dossiers derrière vous. Vous avez toujours été contacté pour parler du Congo. Pouvez-vous nous dire, selon vous, est-ce que les règles vont-ils changer ou M. Trump, venant au pouvoir, va continuer avec la procédure que le gouvernement d'Obama a pris vis-à-vis du Congo? Il va continuer avec ça ou il va changer des policiers comme son policier ne compte pas trop travailler sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur? Que pensez-vous que M. Trump va faire avec la situation désastreuse du Congo ou l'agenda que les États-Unis a déjà mis sur pied en ce qui concerne les élections qui prévaut au mois de décembre au Congo? Je crois que la politique de M. Trump envers le Congo sera absolument la même que M. Obama. C'est-à-dire, il faut appliquer la Constitution, il faut assurer l'alternance au pouvoir et il faut assurer une élection qui est libre et transparente. Pourquoi? Parce que le Congo est un des pays les plus importants de l'Afrique. Il y a beaucoup de pays autour du Congo qui dépendent sur leurs économies et leur stabilité. Ça dépend du Congo. Et aussi, il y a des investissements américains au Congo. Il y a des entreprises qui désirent aller au Congo, investir. Ils ne peuvent pas faire ça s'il y a une possibilité d'instabilité au Congo. Donc, il va donner des instructions à un nouveau ministre des Affaires étrangères d'insister qu'il y a une élection transparente en 2017 et qu'il y a un premier ministre de l'opposition qui va gérer le pays dans la transition et va gérer le pays honnêtement et dans la transparence. Monsieur Herman Cohen, là vous venez de parler de quelque chose de très important que nous on ignorait. Donc en ce moment, vous voulez nous dire que le Congo, vous avez déjà accepté, ou les États-Unis a déjà accepté qu'il y ait glissement à travers un gouvernement de transition qui sera mis en place au Congo jusqu'en 2017. Vous entendez parler, c'est ça la situation actuelle? C'est impossible d'avoir une élection cette année, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de préparation, donc c'est impossible. Donc il faut accepter le fait qu'il y aura une élection l'année prochaine. Mais il faut le faire rapidement, et il faut faire ça avec un bon budget, et il faut faire ça sous la direction d'une nouvelle commission électorale qui est contrôlé par un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre. Laissons-nous nous poser cette question. Après toute la pression que les États-Unis ont fait auprès du gouvernement congolais qui, volontairement, n'ont pas voulu organiser des élections, nous savons qu'il y a des résolutions qui ont été votées où on condamne le ministre des Affaires étrangères, je crois, et le ministre de l'Intérieur pour avoir à faire en sorte qu'il n'y ait pas des élections au Congo. C'est-à-dire que vous condamnez les ministres, vous condamnez les députés, mais vous ne condamnez pas la personne qui est en tête, qui est le président de la République. La CENI, qui est un organe qui a été, d'après nous, inventé de toutes pièces pour programmer les élections. Nous avons vu ça avec Malumal en 2006 et en 2011, qui a été condamné, comme si le résultat qu'ils avaient promulgué n'était pas des bons résultats, qui donnent la faveur au président en place. La CENI aujourd'hui est dirigée par Corneille Nangaa, qui n'est autre que membre fondateur du PPRD, qui est le mouvement au pouvoir.
Son adjoint, c'est un autre qui est aussi membre du mouvement au pouvoir. Le dialogue qui vient de se passer au Congo, c'était un dialogue monologue que beaucoup de grands opposants, pour ne citer que Tshisekedi Mulumba et tous les partis politiques qui composent le rassemblement n'ont pas pris part. C'est un dialogue monologue du PPRD qui, à la tête, nous voyons Rouberois, nous voyons Jeannette Kabila, qui n'ont même pas de fonction d'État, mais qui se sont retrouvés dans la signature de cela. Dans le même dialogue, l'opposant farouche que nous venons de citer le nom n'était pas, et Kabila lui-même n'a jamais assisté. Dans ce même dialogue, le peuple congolais n'a pas été invité. Le dialogue n'était pas transmis à la télé, ni à la radio, clos dans un camp militaire. Comment ça se fait que vous, entre guillemets, les États-Unis et vous, les grands analystes, vous acceptez ce dialogue simplement parce qu'il y a eu un soi-disant opposant, M. Kamer, que vous connaissez très bien, qui s'est retrouvé du côté de la majorité présidentielle, et vous acceptez cela? Je ne peux pas faire des commentaires sur tous les détails et sur les personnalités. Ce n'est pas mon rôle. Je dois insister surtout sur une élection qui est transparente et libre et sous contrôle de quelqu'un de l'opposition. Je vois que le gouvernement des États-Unis n'a pas accepté le dialogue. C'est parce que M. Cariello n'était pas content. Il est allé à Luanda pour essayer de changer les données. Et maintenant, il y a le Conseil de sécurité qui est en voyage dans la sous-région aussi pour demander des changements des accords qui ont été résolus avant. Donc personne vraiment, sauf la majorité, a accepté les résultats. On cherche des changements et je vois que l'Église catholique va essayer de faire une médiation maintenant. Mais nous ne voulons pas entrer dans les détails sur les personnalités. Ce qui compte, c'est qu'il y a un calendrier pour une élection rapidement, pas plus loin que 2017, et que ce soit libre, transparent, sous contrôle de quelqu'un de l'opposition, et qu'il y a un changement dans la CENI, et qu'il y a un contrôle du budget par le nouveau Premier ministre. Un contrôle de budget par le Premier ministre, alors que l'ancien Premier ministre ou le ministre en ce moment, Matata Mpoyo, récupérer auprès du gouvernement 250 millions de dollars par an pour faire 1 milliard de dollars après 5 ans pour organiser les élections. Aujourd'hui, on nous parle qu'il n'y aurait pas des élections parce qu'il n'y avait pas d'argent. Comment pouvez-vous, vous étant canaliste, imaginer qu'en une année, un pays qui déclare qu'ils n'ont pas d'argent, le budget du Congo est parti de 7 milliards à 4 milliards pour signifier qu'ils n'ont pas d'argent, pendant que le président pèse 20 millions de dollars et 20 milliards de dollars. Comment pouvez-vous imaginer, ou en tant qu'analyste, qu'en une année, d'où viendra cet argent qui va faire 1 million de dollars, 1 milliard de dollars pour organiser les élections en 2017, et avec quelle gérance? Pendant que le Premier ministre qui est en place en ce moment, c'est le ministre de la majorité qui dit qu'il n'a pas d'argent. Et pouvez-vous imaginer que la même majorité qui ne veut pas quitter le pouvoir donnera assez de moyens au Premier ministre issu de l'opposition pour organiser ces élections en 12 mois? C'est pourquoi je dis que le nouveau Premier ministre doit contrôler les revenus. Et surtout, il doit contrôler la GECAMIN, parce que tout le revenu des exportations de cuivre, de cobalt, de coltan, ça passe par la GECAMIN. Donc le nouveau Premier ministre doit changer le directeur général de GECAMIN et mettre une personne à lui, et il doit assurer que tout l'argent qui passe par la GECAMIN entre dans le budget. Sans ça, on ne peut pas financer des élections. Sans cela, on ne pourra pas financer des élections. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous signale que vous êtes en direct de l'éveil patriotique et pas Ibinonion Sobozali, Bolia Nanominote, mais Tonanion Sobotine de la Kibiso, c'est-à-dire toutes les questions que vous avez envoyées. Nous allons essayer de trier et poser les questions parce qu'on ne sera pas rentré. Comme il vient de le dire, il ne veut pas rentrer dans le petit détail parce qu'il n'est qu'un analyste ici. Il ne s'agit pas en grande partie du Congo.
Nous nous rappelons le principe lié au désordre, l'insécurité, la mauvaise gérance de la RDC, la médiocrité de la classe politique, l'incompétence et la corruption sommet de l'État a fait qu'aujourd'hui le Congo sombre inéluctablement dans le chaos actuel. Et nous vous avons suivi dans une des télévisions de la diaspora congolaise où vous avez dit que la personne qui peut relever le Congo de ces chaos, seul est donné à l'élite ou le vent nouveau ne pourra sortir que de la diaspora. Alors, pouvez-vous nous dire qu'aujourd'hui, dans la diaspora congolaise, dans l'ensemble, avez-vous déjà pointé quelqu'un que vous pensez que pourra amener l'élite et être un bon président pour le Congo? Je ne veux surtout pas appuyer une personnalité. Ce n'est pas mon rôle. C'est le peuple congolais qui doit choisir le futur président. Moi, j'insiste seulement que tout passe dans la transparence et dans l'honnêteté et que l'argent du peuple qui vient des exploitations passe dans le budget et que ça soit distribué honnêtement par les dirigeants politiques qui sont élus. Les dirigeants politiques qui sont élus alors que dans notre pays, on n'élit pas un homme. Je parie que personne n'en doute la situation du Congo. Nous allons un peu faire une parenthèse. Nous nous rappelons pertinemment, dernièrement avec notre émission avec vous, vous êtes au courant que le Canada, je crois avec les États-Unis, sont en train de planter une usine de coltan public au Rwanda. Connaissez-vous ces dossiers? Que pensez-vous d'un pays qui n'a pas de minerai, qui n'a pas de coltan, qui devient le premier exportateur du coltan? Oui, ça m'apparaît étrange parce que j'ai l'impression, avec l'instabilité dans l'Est du Congo, qu'il y a des minerais qui passent illégalement à travers la frontière dans des autres pays. La situation que prévaut au Congo, vous n'êtes pas du tout ignorant. Et nous savons que pendant le premier mandat de Bill Clinton, c'est là où la situation a commencé au Congo. Donc nous voulons dire Bill Clinton et Tony Blair qui sont les grands patrons de beaucoup de compagnies minières dans l'est du Congo, la République du Congo ex-Zaïre. Et à travers cela, je pense que c'était pendant le premier mandat de Bill Clinton où ce concept a pris naissance de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la naissance de la CIAT, qui est le Comité international pour l'accompagnement de la transition. Il s'agit de quelle transition? Nous posons cette question pour savoir c'est quoi la transition qui était basée au Congo, qui a fait aujourd'hui, qui a donné naissance à l'AFDL, et l'AFDL a donné naissance à RCD Goma, PPRD et même le M23. Aujourd'hui, tout ce mouvement rebelle fonctionne au Congo, sont devenus des politiciens, ils sont dans la classe politique. Les États-Unis, à travers la communauté internationale, imposent des sanctions à M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, comme quoi il doit respecter la Constitution et quitter le pouvoir le plus tard, le 19 décembre 2016. La même communauté internationale qui soutient Eduardo Santos, et alors que Eduardo Santos, lui à son tour, soutient Kabila. La France à son tour soutient le président Sassou Nguesso, à son tour Sassou Nguesso soutient Kabila. Pendant que la même communauté internationale qui fait pression à Kabila soutient d'autres, entre guillemets, dictateurs parce qu'ils sont au pouvoir pour l'éternité, et les dictateurs soutiennent Hippolyte Kanambe. Comment pouvez-vous expliquer ce contraste entre la soi-disant communauté internationale et ce dictateur qui s'impose au Congo, qui sont devenus aujourd'hui le backup de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila? Je ne peux pas expliquer, c'est-à-dire l'arrivée de démocratie dans les pays sous-développés est souvent très difficile. Ça prend des générations. On ne peut pas avoir ça de l'un jour à l'autre. Donc c'est beaucoup de problèmes. Mais je viens de constater une déclaration du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Angola à l'ONU, qui siègent dans le Conseil de sécurité et qui sont maintenant en voyage dans la sous-région. Il a dit
nous allons assurer une sortie élégante pour M. Kabila. C'est ce qu'il a dit. Donc je crois que le point de vue d'Angola a beaucoup changé depuis quelques semaines. Le point de vue de l'Angola, nous sommes en train de chuter, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons que vous êtes en direct de l'éveil patriotique où nous avons été reçus aujourd'hui par l'ambassadeur Herman Cohen. Vous pouvez comprendre à travers ses réponses qu'il ne peut pas rentrer dans le détail de la situation du Congo parce que la situation du Congo ne dépend que de toi, de lui et de moi. La communauté internationale travaille avec la diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent, qui demandent à ce qu'il y ait coopération. Pouvez-vous nous dire en un mot si les élections doivent aller jusqu'en 2017 avec le nouveau Premier ministre, alors que, je reviens encore sur ça, alors que toute l'opposition en grande partie unis dans le rassemblement, n'ont pas été représentés, n'ont pas pris part dans les assises qu'on appelle le dialogue, le soi-disant dialogue. Comment pouvons-nous espérer que la vraie opposition se retrouve dans ce gouvernement? Non, je crois que le dialogue va continuer maintenant, parce que l'Église catholique est d'accord pour faire une médiation, pour faire venir l'opposition dans le dialogue. C'est-à-dire un nouveau dialogue, ou l'ancien dialogue qui va continuer? Oui, on peut dire un amendement de dialogue, tout ça. Mais je crois que c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'on ne peut pas vraiment faire une transition sans l'opposition. C'est-à-dire une vraie opposition, pas des gens qui sont la fausse opposition. Si vous étiez à la place des opposants congolais, c'est quoi serait votre conseil, votre idée à leur recommander? C'est-à-dire, il faut insister sur un calendrier exact pour les élections rapides. Deuxièmement, il faut que le gouvernement passe sous contrôle de l'opposition et que ça ne reste pas avec le président. Et surtout, le contrôle des finances, le contrôle de la police, et contrôle de l'armée et des services de renseignement. Comme ça, on peut être assuré que la transition va passer correctement. Connaissant la situation au Congo, connaissant Hippolyte Kanambalès Joseph Kabila qui est resté à la tête du Congo pendant plus ou moins 18 ans aujourd'hui, quelqu'un qui l'a montré volontairement, qui n'a pas l'intention d'organiser des élections pour s'éterniser au pouvoir. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il donnera tout le pouvoir qui lui appartient auprès de l'opposition? J'espère qu'il va dire oui. Mais sans ça, on peut pas. C'est sûr qu'il n'y aura pas une bonne élection qui va se passer dans la transparence. C'est le seul moyen. Alors, toutes les résolutions prises par les États-Unis par la communauté internationale, nous avons entendu parler des accords cadres d'Addis Abeba, tout ce qui est autour du pouvoir d'Hippolyte Kanambe, qui ne veut pas quitter le pouvoir, et le peuple congolais considère que c'est un pouvoir de l'occupation, un occupant qui occupe le pays où le Congo serait sous l'occupation. Peut-il se réveiller un bon matin et dire à travers le dialogue, je vous laisse le pouvoir? Je ne sais pas, mais j'espère. Vous espérez, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. L'apport, menons un petit mot au peuple congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je vous rappelle que le peuple congolais vous a toujours très suivi. Aujourd'hui ou hier, vous étiez sur la RFI. On vous a suivi dans le monde entier. Vous avez parlé des élections. Qu'est-ce que vous aurez comme un petit mot à dire au peuple congolais qui vous suivent en ce moment? Adressez-vous au peuple congolais. Et le Congo, nous allons continuer à aider le Congo à arriver finalement à une bonne gouvernance et à une démocratie qui marche, et surtout que tous les revenus qui appartiennent au peuple seront dépensés pour réduire la pauvreté. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, donc vous venez de nous suivre là avec l'ambassadeur Herman Cohen. De tout ce que nous pouvons dire en conclusion, les élections qui viennent de se dérouler aux États-Unis, le président qui vient d'être élu aux États-Unis, il a été élu par les Américains pour représenter les intérêts et la politique américaine. Le Congolais ne peut pas s'asseoir à la maison pour dire que nous attendons à ce que les Américains prennent une décision
afin que les Américains fassent tout pour nous. Même ceux qui croient, on nous apprend que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est question que nous puissions nous prendre réellement en charge. Nos politiciens nous ont toujours répété, prenez-vous en charge. C'est pour dire qu'ils en ont ras-le-bol de nous prendre en charge. C'est notre moment. Vous avez entendu à travers différentes questions que nous avons posées que les États-Unis, la communauté internationale ne viendra pas faire le travail à votre place. Le peuple doit se prendre en charge. Et nous considérons que le peuple doit se lever conformément à l'article 64 pour sortir à ce pays de ce bourbier où nous nous maintenons plus de 5 décades environ. Ce que nous avons dit ici, c'est une analyse selon l'ambassadeur, qui n'est qu'un ami de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas faire le travail à votre place. Nous ne pouvons que vous recommander, les politiciens, le peuple congolais, la mouvance présidentielle, les dirigeants, un seul mot, nous disons, d'ici le 19 décembre 2016, Yebela, Ingeta.